Retour en plateau et on va s'attaquer, on va dire ça comme ça, s'attaquer à l'empreinte carbone du numérique avec deux dirigeants qui ont bousculé leur entreprise et leur modèle d'affaires pour intégrer les limites planétaires. Bonjour Thomas Brozard. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous dans BFM Climat. Vous êtes le directeur de l'entreprise de services numériques Norcis et avec vous Étienne Besançon, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le président fondateur d'une autre ESN, Constellation. Messieurs, vous le savez mieux que moi puisque c'est le secteur dans lequel vous naviguez. Le numérique, c'est l'ennemi invisible du climat, on ne le voit pas et pourtant c'est à lui tout seul 3 à 4%, ça dépend des calculs, des émissions de CO2 du pays. Très concrètement, et avant même de parler d'IA, 3-4%. Qu'est-ce que vous avez changé concrètement dans vos entreprises, dans vos modèles d'affaires pour intégrer les limites planétaires et contenir donc la facture carbone de vos entreprises? Thomas Brozard. Alors Norcis, qui est dirigé par Mathilde Dury. Moi, je travaille avec elle, mais je suis pas le dirigeant, on va dire à proprement parler de Norcis, qui a été créé en 94, mesure depuis 2007 les émissions de CO2. Donc déjà, ça commence par là. Déjà, savoir où on se situe et ça nous offre un certain recul, le fait de le faire depuis aussi longtemps. Maintenant, il est clair que le numérique, dans son caractère très exponentiel, commence à montrer des limites au regard des ressources planétaires disponibles. Donc nous, aujourd'hui, ce que l'on essaie de faire, c'est d'intégrer dans le modèle économique les dimensions d'empreinte environnementale, l'impact carbone des services que l'on conçoit, les analyses du cycle de vie de ces services que l'on conçoit, et puis jusqu'à plus récemment inventer un modèle de développement de l'entreprise qui lui-même est basé sur la notion de limite planétaire, basé sur le modèle permacole en l'occurrence, qui s'appelle la perma-entreprise et qu'on déploie depuis 4 ans. D'accord. Et alors, très concrètement, ça s'est traduit par quel type de changement chez vous? Alors, on voit bien, voilà, vous essayez d'intégrer tout cet environnement-là, tout ce contexte-là, tout ce cadre-là, on va dire, climatique. Ça s'est traduit concrètement par quel changement dans la conduite de votre entreprise, le modèle d'affaires? Aujourd'hui, on conduit ça avec la stratégie Net Zéro Initiative, qui a en gros 3 piliers. Déjà, réduire sur son propre périmètre. Donc, on réduit par nos opérations, mais de plus en plus aussi, on est vigilant sur les impacts à travers le business. Donc, on fait des choix aussi de projets, et parfois on renonce à des projets qui seraient trop générateurs de gaz à effet de serre, avec néanmoins des rebonds intéressants. Je pense qu'Étienne pourra en témoigner aussi. C'est des évolutions dans les partenariats que l'on noue avec nos clients pour aller vers des projets de nature un petit peu différente. Ensuite, c'est de contribuer à une réduction plus large, au-delà de notre propre périmètre, autour du sujet du dérèglement climatique. Donc là, on va par exemple financer des projets de transition, de décarbonation, et enfin, c'est ce qu'on appelle la compensation. Donc là, c'est plutôt des projets de séquestration de carbone à très long terme, le développement de forêts ou la préservation des forêts existantes. Voilà les 3 axes sur lesquels on peut travailler en particulier. D'accord. Et ça fait déjà du boulot, effectivement. Même question pour vous, Étienne Besançon. Oui, on a eu un peu la même démarche puisque on a le pilier A, les réductions propres, le pilier B, les réductions qu'on peut engendrer chez nos clients, et le pilier C, la compensation. Nous, on s'est d'abord focalisé sur le pilier A puisque on a découvert le sujet le 17 février 2021 lors d'une fresque du climat avec le CODIR de Constellation, où tout le monde s'est dit il faut qu'on intègre ça dans notre business, on ne peut plus rester aveugle. Et donc C'était le jour de la bascule chez vous? Le jour de la bascule, 17 février 2021. Et alors, donc concrètement, qu'est-ce qui a basculé? Et donc concrètement, on a nommé un Chief Impact Officer, on s'est formé avec la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. On a sensibilisé l'ensemble de nos collaborateurs, donc 800 collaborateurs, à la fresque du climat, à la fresque du numérique. On a formé un certain nombre d'architectes pour pouvoir créer des nouvelles offres. Parce qu'effectivement, faire du business as usual dans l'IT, globalement, une entreprise de service, c'est 10% de son bilan carbone, ses propres émissions, mais tout le reste est en amont et en aval. Et donc, il faut intervenir sur l'ensemble. Exactement. Il faut intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Comment on sensibilise notre écosystème et notre environnement. Et par rapport à Norcis, on en parlait tout à l'heure, le service est assez faiblement carboné, mais le négoce, quand on vend des matériels, c'est très fortement carboné parce qu'il y a du coup des extractions de minerais, etc. etc. Donc on essaie d'intervenir au plus tôt dans la chaîne de valeur et ça veut dire modifier nos business models pour faire moins de négoces, plus de services, plus de circularité, c'est-à-dire remettre en service des matériels qui a priori devrait en être exclu parce que les éditeurs, les constructeurs n'assurent plus la maintenance, etc., etc. Donc on a racheté une entreprise qui fait du broc et de la maintenance et on a créé des nouvelles activités pour impacter, au-delà de notre propre périmètre, nos partenaires et nos clients. Et donc, on a créé une entreprise qui fait des bilans carbone. On est certifié par l'association Bilan Carbone. On a créé une entreprise qui outille nos clients pour accompagner leur trajectoire et leur plan d'action dans leur stratégie de réduction des gaz à effet de serre et plus largement de l'environnement et maintenant de la CSRD. Et donc, ça permet évidemment d'avoir un horizon beaucoup plus large que la partie numérique seule. Mais ça permet aussi d'engager l'ensemble de cet écosystème
qu'on réunit une fois par an dans un événement qui s'appelle Tech for Climate, qu'on fera cette année le 11 juin, où il y a 1300 dirigeants qui viennent pour échanger sur ces bonnes pratiques, et on essaye humblement de contribuer en témoignant de notre expérience. On voit, c'est intéressant dans l'exemple d'Étienne, et je pense que dans ceux qu'on peut partager aussi sur ce modèle de perma-entreprise dont on a fait un bouquin ou une plateforme qu'on va sortir là dans quelques semaines qui va s'appeler Mon ACV numérique, pour permettre à tous les acteurs du numérique de mieux appréhender la question de l'analyse du cycle de vie des services. Mais alors pour ceux qui ne connaissent pas, et j'avoue humblement en faire partie, même si j'ai entendu le mot, perma-entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un modèle de développement pour que les entreprises soient viables dans un monde vivable, en tenant compte des limites planétaires, en sachant faire des choix de réajustement des modèles d'affaires, en sachant intégrer les dimensions de limites, de disponibilité des ressources, en accompagnant les équipes commerciales, en faisant de la formation, en mettant la visée régénérative dans les objectifs, c'est-à-dire pas juste réduire les impacts négatifs, parce qu'il y en a toujours, c'est de créer des impacts positifs. Et dans les exemples qu'on est en train de citer là, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est la notion de dépassement de fonction qu'on est en train d'aller chercher à travers nos propres activités, qui sont source aussi des modèles d'affaires de demain. On est en train de planifier, en maintenant des activités pérennes, là sur du court terme, et en planifiant au mieux la suite, la résilience de nos boîtes dans les années qui viennent. Et je pense que toutes celles et ceux qui ne s'en saisissent pas maintenant vont perdre demain, et demain, c'est de plus en plus proche. Ouais. Et alors là-dedans, pour rebondir sur ce que vous disiez, ça implique donc dès aujourd'hui de renoncer à du business, de lâcher des clients, de lâcher des missions. Ça, c'est quelque chose enfin, je veux dire, d'anecdotique chez vous ou de frappant? Tout sauf anecdotique. Et lâcher des clients, c'est peut-être dit de façon un petit peu trop brutale, parce qu'en réalité, le but, c'est pas de lâcher des clients ou des secteurs d'activité. Non, mais de faire des choix. On ne réussira la transition que si on arrive à accompagner ceux qui doivent le plus changer. Donc moi, le sujet que j'ai chez Nursis, et je pense qu'Étienne, c'est pareil, c'est de créer les conditions pour que les missions que l'on réalise pour des clients qui ont besoin de faire leur transition soient des projets de transition et soient pas des projets de maintenance de leur modèle d'affaires actuel qui, eux, sont trop carbonés. Je suis complètement d'accord, et c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui peut opposer, c'est de dire je ne travaille pas avec des gens qui sont fortement carbonés. Mais c'est une erreur, parce que c'est cela qu'il faut emmener dans la transition. Donc c'est au contraire... Oui, mais si vous n'arrivez pas à les embarquer? Alors c'est ça le problème. Effectivement, souvent, si on n'arrive pas à les embarquer, il y a un problème. Et donc dans ce cas-là, on doit renoncer à du business. Mais dans la plupart des cas, ces gens, quand on leur explique la démarche, ils sont tout à fait volontaires pour s'engager dans cette trajectoire. Et c'est là où on a un rôle à jouer. Ça me fait penser à... J'ai reçu, c'était pour le premier numéro de BFM Climat, un autre patron de SN que vous devez connaître, c'est Bertrand Bailly chez Davidson. Et il dit, moi, par moment, je suis face à des platistes et je peux pas convaincre les gens qui pensent que la Terre est plate, qu'elle est ronde. Non, mais donc j'arrive pas à convaincre tout le monde non plus. C'est pour ça que nous, on a eu des renoncements là ces 3, 4, 5 dernières années, et pas que pour des raisons climatiques, aussi pour des raisons de fiscalité d'un prospect ou des pratiques humaines qu'on avait perçues chez eux qui mettaient à risque nos équipes en prestation de services. Donc ça peut prendre différentes formes. Mais parfois, il faut savoir faire ce choix. Là où ça devient intéressant, par contre, c'est que ce renoncement, ça nous a permis de dégager des ressources pour aller chercher d'autres potentiels. Et c'est peut-être pas un hasard si chez Nursis, depuis 4-5 ans, le secteur qui monte le plus, c'est celui de la transition écologique. Oui, évidemment. Et il y a aussi un aspect à prendre en compte, c'est qu'à partir du moment où on aligne la gouvernance, nous, on a changé d'actionnaire, on a changé de banque, on a changé de fonds de dette. On a indexé les bonus des dirigeants sur la trajectoire carbone et environnementale. On a indexé les P-plans des commerciaux sur l'empreinte carbone du mix produits-services qu'ils vendaient. Donc à partir du moment où on fait un arbitrage, c'est dans la logique du P-plan et de la gouvernance de l'entreprise. Donc c'est beaucoup moins dur de prendre ces décisions-là. Évidemment, vous allez avoir un énorme problème si vous ne changez pas vos P-plans et que vous dites à tout le monde, il faut baisser votre bilan carbone, mais vous continuez à les rémunérer pour aller en chercher. Donc il y a un vrai sujet d'alignement stratégique pour que l'ensemble des parties prenantes soient orientées de la même manière. Ça se traduit très concrètement aussi par un changement de gouvernance, et c'est pas anodin. Et alors vous, on en parlait avant le début de l'émission, dans cette gouvernance-là, vous avez intégré la nature. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer la nature? On parle beaucoup du climat et du carbone, c'est très à la mode, mais en réalité, c'est très lié à la biodiversité aussi. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est une première, au moins à l'échelle européenne de ce que nous disent les experts, c'est de mettre en place une gouvernance qui donne sa place et une voix à la nature. Au sein du conseil d'administration, donc la nature devient actionnaire, a un siège au conseil d'administration, un droit de vote, voire un droit de veto. Comment? Alors, comment? Par un siège et un jeton de présence, en quelque sorte, au sein du conseil d'administration, alors qui n'est pas rémunéré, mais par l'intermédiaire d'une personnalité qui est très experte des sujets de biodiversité et qui va donc représenter la nature et aura un droit de vote au même titre que n'importe quel autre membre du conseil d'administration. Mais on va aller un cran plus loin, c'est-à-dire que ça, c'est bien pour penser long terme, mais ça rentre pas dans les opérations du quotidien. Donc on va désigner, on est en train de les identifier, des experts, notamment externes, qui représenteront la nature au sein du CSE, au sein du conseil éthique, au sein du comité de mission, puisque nous sommes société à mission comme Constellation, par exemple, pour que cette voix soit beaucoup plus permanente. Et enfin, le CSE devient le CSEN,
Et il y aura là aussi donc un représentant nature et des prérogatives pour que la biodiversité, nos impacts sur cette biodiversité et la nature soient beaucoup plus pris en compte. Ce sont les conditions de soutenabilité de nos activités à moyen terme qui sont en jeu. Ok, bon, le mot de la fin pour vous. Enfin, on voit bien, on vous entend tous les deux quand même que vous avez engagé des choses assez pionnières. Oui, et on pense que, exactement comme le disait tout à l'heure Thomas, la résilience de nos entreprises est en jeu. Donc si on ne le fait pas, et si nos partenaires ne le font pas, ils sont condamnés au moyen terme. Ouais. Un des messages que nous donnait le fonds d'investissement qui a investi dans Constellation en juillet dernier, c'est de dire que les multiples de valorisation des entreprises allaient baisser si elles n'avaient pas de stratégie climat. Et le Financial Times qui disait « If you don't have a climate plan, you don't have a business plan ». A priori, c'est pas de. Je vais traduire en français. En fait, il est temps de placer le vivant avant l'argent, sans quoi je pense que l'argent fera pas long feu. Bon, sans mauvais jeu de mots avec l'actualité. Ce sera le mot de la fin et c'est un peu plus clair ce que nous dit le FT. Merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils et vos retours d'expérience extrêmement concrets. Je pense que ce sera très utile à tous ceux qui regardent l'émission. Thomas Brezard chez Nord6 et Étienne Besançon chez Constellation. On accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat.